Alors bonjour à toutes et à tous. Autant dire qu'en 10 minutes, mon propos sera plus que restreint et loin de moi l'idée d'aborder toutes les dimensions liées aux sciences et aux questions des rapports sociaux de sexe dans les sciences. Et comme ça a bien été dit précédemment, quand on envisage le domaine des sciences avec les femmes, il ne faut pas ici stigmatiser bien évidemment un sexe, mais envisager toute la dynamique, le système qui conduit aux écueils qu'on peut repérer à travers différentes statistiques. Donc bien sûr, dans un titre un peu provocateur, quand la science fait mal, ici je vous propose de revoir un certain nombre d'aspects et je m'adresse à toutes et à tous, mais tout particulièrement aux lycéennes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Donc tout d'abord, l'idéal républicain. L'idéal républicain est déjà placé depuis longtemps. Quand on me dit que faudrait-il faire pour améliorer les choses, je dis déjà simplement respecter la loi, ça serait déjà un grand pas. On voit que dès la Constitution de 1946, la loi garantit aux femmes dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme, donc la loi. Et donc on voit ici que ce n'est pas un fait nouveau, que c'est retranscrit dans de nombreuses lois. Loin de moi l'idée, encore une fois, de faire une recension de l'ensemble des lois existantes sur les thématiques de l'égalité sexuée. Néanmoins, on peut pointer du doigt la dernière, la loi de transformation de la fonction publique du 7 août 2019 de mémoire, qui réaffirme et réengage l'ensemble des institutions publiques sur ces questions-là, avec la volonté de créer des projets. Donc la dimension sexuée sur les professions scientifiques. Alors on voit bien ici que sur les sciences et techniques, sur les postes de maître de conférence, dans les sciences et techniques, on a 33% de femmes et 67% d'hommes, maîtres de conférence et maîtresses de conférence. Ici, on voit la disparité déjà s'opérer. Sur les postes, bien sûr, plus on monte dans la hiérarchie, plus les courbes en fait sont en ciseaux, c'est-à-dire que sur les postes de professeurs des universités en sciences et techniques, il y a 17% de femmes et 83% d'hommes. Alors il y a beaucoup de raisons, de multiples raisons à cela, je ne vais peut-être pas toutes les évoquer, mais ça questionne ici toute la trajectoire des élèves, bien évidemment, et après des futurs étudiants et étudiantes. On voit ici que les choix de spécialité, même si depuis la réforme du lycée est passée, plus ou moins, ou est en train de placer, nous avons ici quand même des choix qui sont quand même déjà différents sur l'orientation fut la terminale S, donc sur plutôt des filles qui s'orientent en SVT et plutôt des garçons qui s'orientent alors certes en SVT, mais également beaucoup plus en informatique, sciences du numérique et sciences de l'ingénieur. Et ce qui conduit forcément à des disparités importantes dans les filières. Donc déjà, ici, quand on analyse ces chiffres, on peut concevoir qu'en amont de l'enseignement supérieur, quand on observe de telles disparités, elles risquent de se répercuter pour l'université. Donc on voit ici que les niveaux de mixité sont loin d'être équivalents suivant les filières, en particulier sur les sciences de l'ingénieur, puisqu'ici nous sommes au cœur peut-être de ces dispositifs-là, et au niveau de l'informatique, numérique et mathématiques. Donc, on s'aperçoit ici que peu de filières, enfin certaines filières sont peu mixtes en réalité. Alors, si on prend les dernières, formation d'ingénieur, ça va de soi, les sciences, les STAPS ici sur l'université, jusqu'au DUT et les classes préparatoires aux grandes écoles qui sont plutôt à la traîne. Et au sein même de ces filières, de ces formations, on s'aperçoit d'une double disparité, puisque au sein des classes préparatoires aux grandes écoles, si on regarde les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, on s'aperçoit que les filles, les étudiantes, ne représentent que 31%. Donc il y a ici une sorte de double ségrégation qui opère, déjà à l'entrée dans ces classes préparatoires, mais également au sein même des filières des différentes classes préparatoires. Et pourtant, c'est ça peut-être le chiffre le plus intéressant, c'est que les filles réussissent mieux dans le secondaire. Les filles réussissent mieux dans le taux d'obtention au baccalauréat, donc là au bac S, on voit que les filles sont devant, mais pas simplement dans le taux d'obtention du bac, également dans les mentions bien et très bien. Donc c'est là aussi le paradoxe, c'est-à-dire que les filles réussissent mieux, mais que néanmoins on les retrouve moins dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les domaines scientifiques, dans un certain nombre de filières. Alors, je n'aurai pas le temps en 10 minutes d'aborder l'ensemble des facteurs qui conduisent bien évidemment à cette sélection sur sélection, mais peut-être déjà un aspect. Je vais me permettre ici d'évoquer un aspect. C'est cette vision de la science qui est androcentrée, qui continue d'être véhiculée dans les représentations bien trop souvent et qui va créer un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire quand on pose tout simplement, et c'est la question que je pourrais poser ici à travers un quiz, c'est-à-dire quels sont, citez-moi des noms de scientifiques.
Et des nombres scientifiques, bien souvent, pour les élèves, c'est tout de suite l'image d'un homme qui apparaît en filigrane. Et donc, les premiers noms qui vont apparaître, ceux que vous connaissez, Isaac Newton, Albert Einstein, bien sûr, Copernic, Galilée, Ampère, Lavoisier, plus récent, mais plus par une occupation de l'espace médiatique et politique, voilà certains autres. Et bien souvent, dans cette liste, on va voir apparaître en réalité qu'une seule femme, c'est-à-dire Marie Curie. Pourquoi ? Parce qu'on est ici sur une dimension, c'est-à-dire de l'exception. C'est-à-dire, Marie Curie, pour un bon nombre d'élèves du secondaire, c'est l'exception qui confirme la règle d'une science qui a une vision totalement androcentrée. Or ça véhicule, mine de rien, alors à travers les manuels, à travers les exemples pris, aussi par les enseignants, ça véhicule ce qu'on appelle en sociologie un curriculum caché, c'est-à-dire des apprentissages qui sont réalisés sans qu'ils soient explicitement indiqués durant l'enseignement. Mais quand néanmoins les exemples sont toujours les mêmes et sont toujours masculins, de fait, il y a ici une distance qui se crée entre certaines élèves et les sciences telles qu'elles sont envisagées par l'éducation nationale. Ce qui crée une menace du stéréotype. Alors la menace du stéréotype, c'est quand on conçoit une tâche, quand on étiquette une tâche comme masculine ou féminine et qu'on se perçoit comme masculin ou féminin. Et la distance ici peut être importante et du coup ralentir notre engagement dans la tâche. Pour vous donner un exemple concret sur la menace du stéréotype, quand on prend un exercice de géométrie, qu'on le donne à une classe, on s'aperçoit que les garçons obtiennent de meilleurs résultats que les filles. Sauf si on dit que c'est du dessin. Quand on présente la même chose sous forme de dessin, on s'aperçoit que les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons. C'est-à-dire la manière dont on oriente une tâche et qu'on active des stéréotypes, donc ici une menace du stéréotype, oriente la performance des élèves en arrière-plan. Donc la menace du stéréotype. Ce qui conduit de fait par cette menace du stéréotype à une autosélection supérieure des filles, quand bien même elles obtiennent des meilleurs résultats au bac, et au contraire un surinvestissement des garçons dans cette dimension. C'est pour ça que j'ai à cœur de rappeler que ce n'est pas le problème des filles, c'est le problème de la constitution des rapports sociaux de sexe en arrière-plan qui se joue. Alors comment construire un sentiment de compétence résilient ? Déjà, peut-être tout simplement essayer de faire en sorte que les grandes femmes scientifiques puissent apparaître comme référence dans un certain nombre de manuels et à travers les discours que nous pouvons porter au quotidien. Là, ma recension ne sera pas non plus exhaustive, mais il y en a eu quand même bon nombre qui sont ignorés. Donc, Elena Cornaro-Piscopa, donc bien sûr professeure à l'université de Padoue en mathématiques, Laura Bassi, doctorat de physique à l'Académie des sciences de Bologne dans l'histoire, donc ce n'est pas quelque chose de récent. Bien sûr, Émilie Duchâtelet sur le calcul différentiel et les intégrales. Vous avez ici, bien sûr, Marie-Sophie Germain, qui développa d'ailleurs un théorème mathématique qui porte son nom. Donc je rejoins ici le propos qui était porté, bien sûr, que les femmes inventent et inventent depuis très longtemps dans des domaines de pointe. Marie Somerville sur l'astronomie, avec voilà, des reconnaissances quand même conséquentes. Bien sûr, vous faisiez allusion également à la comtesse Ada Lovelace, qui a été la première à inventer l'ordinateur mécanique. Donc les femmes sont pionnières en informatique. Et quand on s'aperçoit bien évidemment maintenant des chiffres dans l'orientation sur les filières informatiques, ça peut que questionner sur les enjeux de pouvoir qui se sont déroulés entre-temps historiquement. On va retrouver bien sûr Sofia Kovalevskaya, que vous connaissez peut-être aussi davantage, avec un certain nombre bien sûr de récompenses et de travaux méritoires à son actif. Mais bien sûr, il y a la liste pourrait être très longue. Amy Noether sur le théorème, qui a été professeur à Princeton. Alors là, je trouve aussi que c'est une des figures quand même d'excellence, avec le fait d'avoir un élément qui porte son nom dans le tableau des composants chimiques, donc Lise Meitner, qui a été aussi pressentie pour le prix Nobel, donc Maya Gropper-Meyer aussi, donc jury de doctorat composé par 3 Nobel, prix Nobel elle-même de physique en 63, accessoirement, donc bien d'autres chimistes, prix Nobel de chimie en 64, et bien sûr pour être plus en lien avec la conférence du jour et pour montrer que ce n'appartient pas qu'au passé bien évidemment, et qui aura l'occasion d'intervenir par la suite, Valérie Masson-Delmotte, ici présente, qui du coup peut aussi s'inscrire, on va dire, dans cette lignée. En conclusion, pour ne pas, on va dire, disserter tel un universitaire encore pendant des heures, en conclusion, plusieurs choses.
En conclusion, déjà, sur l'Université d'Orléans, en tant que chargé de mission égalité de l'université, comme Vincent Bouchot l'a rappelé en introduction, il y a de nombreuses actions qui sont réalisées. Et en particulier, vous voyez ici un affichage permanent de certaines grandes scientifiques dans les locaux de l'Université d'Orléans. Ce qui permet, lors des fêtes de la science telles qu'elles ont eu lieu, encore le week-end dernier, mais également lors des visites pour les lycéens et les lycéennes des lieux, de montrer effectivement que ce n'est pas le sexe qui fait ici la compétence forcément dans les études. Et autre point, c'est quelque chose que je partage avec vous, une réflexion qui me semble être intéressante, c'est que dans quelle société, dans notre société, on va dire, où il y a encore énormément de choses à régler au niveau scientifique, on pourrait parler du réchauffement climatique, on pourrait parler même aussi de vaccins contre le sida, dans quelle société on se permet à l'issue du secondaire de sélectionner en fait pas forcément les meilleurs, et en particulier quand on voit les taux de réussite avec des mentions bien et très bien au bac. Ça questionne en fait, pour conserver nos stéréotypes, jusqu'où on est prêt à aller au niveau de notre société. Merci de votre attention.